Aujourd'hui, on va décortiquer un film légendaire, une œuvre qui a littéralement marqué toute une génération et changé à jamais la façon dont on voit la science au cinéma. Interstellar de Christopher Nolan. Ce chef-d'œuvre spatial a fait pleurer des millions de spectateurs tout en leur donnant une leçon de physique quantique. Mais derrière toute cette émotion et cette beauté visuelle, est-ce que la science tient vraiment la route? Ou est-ce que Nolan nous a servi du grand spectacle déguisé en rigueur scientifique? On va séparer le vrai du faux, scène par scène, et vous allez être surpris par certaines révélations. Avant tout, il faut savoir que Nolan ne s'est pas contenté de son imagination débordante. Il s'est entouré du physicien théoricien Kip Thorne, prix Nobel de physique 2017 pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles. Thorne était même producteur exécutif du film. Le bonhomme a littéralement écrit les équations qui décrivent les trous noirs en rotation. Alors forcément, ça donne des attentes énormes. Est-ce que ça tient ses promesses? Vous allez voir, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Commençons par le début du voyage spatial, les fameux trous de verre. Dans le film, l'équipe de Cooper traverse ce tunnel spatio-temporel mystérieux près de Saturne pour atteindre une autre galaxie en quelques secondes. Déjà, première question, pourquoi près de Saturne? Le film suggère que ils, ces êtres mystérieux, ont placé le trou de verre là où nous pourrions le découvrir facilement. C'est malin narrativement, mais scientifiquement, un trou de verre près d'une planète comme Saturne créerait des perturbations gravitationnelles monumentales dans tout le système solaire. Les trous de verre sont théoriquement possibles selon la relativité générale d'Einstein. Ce sont des raccourcis dans l'espace-temps qui pourraient connecter deux régions éloignées de l'univers, voire même deux univers différents. Einstein et Nathan Rosen ont décrit ces ponts géométriques dès 1935. Mais attention, c'est là que ça se complique sérieusement. Salut tout le monde! Alors avant de continuer cette analyse passionnante, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'espace. Merci. Revenons à nos trous de verre. En réalité, ces passages dimensionnels seraient extrêmement instables. Il faudrait de la matière exotique avec une densité d'énergie négative pour les maintenir ouverts, quelque chose qui n'existe tout simplement pas dans notre compréhension actuelle de la physique. Imaginez essayer de maintenir un tunnel de sable ouvert sans support. Il s'effondre instantanément. C'est pareil pour un trou de verre, mais avec l'espace-temps. Sans cette matière exotique hypothétique, le tunnel se refermerait en une fraction de seconde, bien avant qu'un vaisseau puisse le traverser. Mais bon point pour Nolan. Quand Cooper traverse le trou de verre, la représentation visuelle est remarquablement précise selon les calculs de Thorne. L'effet de sphère qu'on voit, cette distorsion de l'espace qui fait que le trou de verre ressemble à une bulle plutôt qu'à un tunnel, correspond parfaitement aux équations de la relativité. Thorne a même dû corriger l'équipe artistique qui voulait faire un tunnel plus conventionnel. Et ce moment où Cooper tend la main vers Brand à travers l'espace déformé, c'est plus qu'un effet visuel cool. Dans un vrai trou de verre, l'espace serait tellement courbé que vous pourriez littéralement toucher quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de l'univers. C'est de la géométrie pure appliquée à l'espace-temps. Maintenant, parlons du véritable star du film, Gargantua, le trou noir supermassif. Et là, mes amis, on touche à l'excellence scientifique absolue. Gargantua n'est pas juste un trou noir au hasard. C'est un trou noir de cœur, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même à une vitesse phénoménale. Cette rotation crée ce qu'on appelle l'effet lens steering, qui entraîne littéralement l'espace-temps autour de lui comme un tourbillon. L'apparence de Gargantua n'est pas sortie de l'imagination des artistes. L'équipe a créé un nouveau logiciel de rendu basé sur les équations de la relativité générale pour simuler la courbure de l'espace-temps. Chaque pixel de Gargantua est calculé selon la physique réelle. L'effet de lentille gravitationnelle qui déforme la lumière autour du trou noir, parfaitement représenté. Cette image iconique où on voit le disque d'accrétion à la fois au-dessus et en dessous du trou noir simultanément. C'est exactement ce qu'on verrait en réalité. Le disque d'accrétion, cette matière qui spirale vers le trou noir en brillant intensément, respecte scrupuleusement les lois de la thermodynamique. La matière qui tombe vers Gargantua chauffe par friction à des températures de millions de degrés, émettant cette lumière blanche aveuglante qu'on voit dans le film. Même la couleur change selon la vitesse. Le côté qui se rapproche de nous apparaît plus bleu à cause de l'effet Doppler, tandis que le côté qui s'éloigne tire vers le rouge. Quand l'Endurance orbite autour de Gargantua, cette danse cosmique respecte parfaitement les lois de la mécanique orbitale. Mais il y a un petit tic majeur. Dans la réalité, les radiations émises par Gargantua seraient absolument létales. On parle de rayons X et gamma d'une intensité phénoménale. L'équipe aurait grillé comme des marshmallows bien avant d'admirer le paysage. Thorne le savait, mais il fallait faire des concessions pour l'histoire. Arrive ensuite la séquence la plus marquante du film, Miller's Planet. 1 heure sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre. Ça vous paraît complètement fou? Et pourtant, c'est mathématiquement irréprochable. Cette dilatation temporelle extrême est due à la proximité de Gargantua.
Plus on s'approche d'un trou noir, plus le temps ralentit par rapport à un observateur distant. C'est l'une des conséquences les plus contre-intuitives de la relativité d'Einstein. Les calculs du film sont basés sur la métrique de Kerr, l'équation qui décrit un trou noir en rotation. Pour obtenir cette dilatation, Miller's planète doit orbiter à seulement 1,5 fois le rayon de Schwarzschild de Gargantua. C'est l'orbite stable la plus proche possible. Un peu plus près, et la planète serait aspirée. Un peu plus loin, et l'effet temporel serait moins dramatique. Ces vagues géantes que Cooper et Brand découvrent ne sont pas des tsunamis comme on pourrait le croire. Ce sont des marées gravitationnelles causées par Gargantua. Imaginez, la gravité du trou noir tire sur les océans de Miller's planète avec une force si monumentale que ça crée des vagues permanentes de 1,2 km de haut qui se déplacent à 800 km/h. Ces montagnes d'eau liquide parcourent la planète en permanence, figées dans leur course éternelle par la dilatation temporelle du point de vue des visiteurs. La scène où ils réalisent que ce qu'ils prenaient pour des montagnes sont en fait des vagues qui approchent. C'est terrifiant et scientifiquement génial. Du point de vue de Miller's planète, ces vagues bougent normalement. Mais pour Cooper et Brand, qui viennent d'arriver dans cette bulle temporelle ralentie, tout semble figé. Chaque seconde perdue sur cette planète coûte littéralement des heures à leurs proches restés en orbite. Et cette tension dramatique, quand ils réalisent qu'ils ont perdu 23 ans à cause de quelques heures sur Miller's planète. C'est le prix réel de la dilatation temporelle. C'est pourquoi les voyages près des trous noirs sont si dangereux. Le temps devient votre ennemi. Direction maintenant la planète du Dr Mann, cet enfer glacé qui nous montre à quel point l'espace peut être hostile et trompeur. Mann's planète est un monde fascinant scientifiquement. Une planète recouverte de nuages d'ammoniac gelé, ça peut totalement exister. Dans les régions externes d'un système solaire, loin de l'étoile, l'ammoniac se condense et gèle. On observe d'ailleurs ce phénomène sur certaines lunes de Jupiter et Saturne. Une atmosphère respirable en surface mais toxique en altitude, c'est possible aussi. Et c'est même assez malin de la part des scénaristes. L'ammoniac étant plus léger que l'air, il pourrait effectivement former une couche nuageuse en haute altitude tout en laissant une atmosphère respirable au sol. Ces formations cristallines qu'on voit, ces structures géométriques parfaites, correspondent effectivement à des cristaux d'ammoniac réels. La séquence où Mann brise son casque et survit quelques instants dans l'atmosphère toxique, c'est limite mais pas impossible. L'ammoniac gazeux ne tue pas instantanément. Il provoque d'abord des brûlures chimiques aux voies respiratoires. Mann aurait quelques secondes avant l'asphyxie complète. Par contre, l'explosion spectaculaire causée par l'ammoniac gelé quand Mann sabote le robot Kip, c'est un peu exagéré pour le spectacle. Dans la réalité, cette réaction chimique serait moins dramatique et plus progressive. L'ammoniac n'explose pas comme de la dynamite. Et parlons de cette scène terrifiante où Mann pousse Cooper dans la crevasse. Ces formations géologiques de glace d'ammoniac sont plausibles. Sur une planète froide, les cycles de gel et dégel peuvent créer des structures complexes, des canyons et des falaises de glace. C'est un environnement hostile mais géologiquement cohérent. Arrivons maintenant au moment le plus controversé scientifiquement, le Tesseract. Cooper tombe dans Gargantua et au lieu d'être transformé en spaghetti cosmique, il se retrouve dans cette bibliothèque dimensionnelle époustouflante où il peut observer et interagir avec tous les moments passés de la chambre de sa fille Murph. C'est visuellement magnifique, narrativement brillant mais scientifiquement compliqué. Un tesseract, c'est d'abord un concept mathématique réel, un hypercube en 4 dimensions spatiales. C'est l'extension 4D d'un cube, comme un cube est l'extension 3D d'un carré. L'idée que des êtres vivants en 5 dimensions puissent manipuler l'espace-temps n'est pas impossible théoriquement. En fait, certaines théories de physique moderne, comme la théorie des cordes, proposent l'existence de dimensions supplémentaires. La représentation visuelle du Tesseract comme une bibliothèque infinie où tous les moments temporels coexistent est une visualisation créative des dimensions supplémentaires. Si des êtres 5D existaient, ils pourraient effectivement percevoir toute notre ligne temporelle 4D simultanément, comme nous pouvons voir toute la surface 2D d'une feuille de papier d'un coup d'œil. Mais bon, soyons brutalement honnêtes, survivre à l'intérieur d'un trou noir, c'est juste impossible selon toutes nos connaissances actuelles. L'horizon des événements devrait déchiqueter Cooper par spaghettification bien avant qu'il puisse faire coucou à sa fille. Les forces de marée d'un trou noir étirent tout objet qui franchit l'horizon des événements. Votre tête et vos pieds subissent des gravités différentes. Et cette différence vous étire littéralement jusqu'à la rupture. Pour un trou noir stellaire normal, vous seriez mort avant même d'atteindre l'horizon. Mais Gargantua est supermassif. Plus un trou noir est gros, plus les forces de marée à l'horizon sont douces. Donc techniquement, Cooper pourrait franchir l'horizon de Gargantua encore vivant, avant d'être inexorablement écrasé vers la singularité centrale. Et que dire de cette fameuse équation quantique que Cooper transmet à Murph via les aiguilles de la montre?
L'idée qu'on puisse extraire des données sur la gravité quantique depuis l'intérieur d'un trou noir, c'est du grand n'importe quoi scientifique. D'abord, aucune information ne peut sortir de l'intérieur d'un trou noir. C'est la définition même de l'horizon des événements. Ensuite, cette théorie quantique de la gravité que cherche le professeur Brand, on ne l'a toujours pas trouvée dans la vraie vie. Mais narrativement, c'est du génie pur. Cette boucle temporelle où Cooper devient le fantôme qui guide sa propre fille vers la solution qui permettra à l'humanité de survivre et à lui de se retrouver dans cette situation, c'est un paradoxe temporel parfaitement construit. Parlons maintenant des vaisseaux du film parce que là aussi, Nolan a fait ses devoirs. L'Endurance, avec sa structure en forme de roue qui tourne sur elle-même pour créer une gravité artificielle par force centrifuge, c'est parfaitement réaliste. C'est même le design le plus logique pour un vaisseau spatial longue distance. Cette rotation génère une accélération centripète que les occupants ressentent comme de la pesanteur. Les détails sont soignés. Quand l'Endurance tourne, on voit que les objets tombent vers l'extérieur de la structure, exactement comme ce devrait être le cas. Et quand il coupe la rotation pour s'amarrer aux autres vaisseaux, tout le monde flotte en apesanteur. C'est cohérent. Les navettes Rangers et Landers ont aussi des designs plausibles, avec leurs moteurs orientables pour les manœuvres dans l'espace et l'atmosphère. Leurs formes aérodynamiques sont logiques pour des véhicules qui doivent évoluer tant dans le vide spatial que dans les atmosphères planétaires. Leur capacité de décollage depuis Miller's Planet semble néanmoins un peu optimiste compte tenu de la gravité de cette planète qui orbite si près d'un trou noir supermassif. La représentation de la pesanteur dans le film est globalement excellente. Quand il flotte dans l'Endurance après avoir coupé la rotation, les mouvements respectent parfaitement la physique. Même les détails comme boire de l'eau en apesanteur sont bien pensés. L'eau forme des sphères flottantes au lieu de couler. Un détail fascinant que beaucoup ratent, les sons dans l'espace. Contrairement à Star Wars et la plupart des films de science-fiction, Interstellar respecte en grande partie le fait que le son ne se propage pas dans le vide. Quand les vaisseaux évoluent dans l'espace, on entend principalement la musique de Hans Zimmer et les vibrations transmises par les structures métalliques, pas des explosions tonitruantes. Les seuls sons qu'entendent les astronautes sont ceux transmis par les coques de leurs vaisseaux ou leurs combinaisons. Le film aborde aussi brillamment la question de l'effondrement écologique. La Terre se meurt à cause de la brûlure, cette maladie mystérieuse qui détruit successivement toutes les cultures. D'abord le blé, puis l'orge, et bientôt le maïs sera touché aussi. Bien que cette brûlure soit fictive, cette catastrophe écologique globale n'est absolument pas irréaliste. Notre civilisation moderne dépend dangereusement de quelques espèces cultivées seulement. Cette monoculture intensive rend nos cultures extrêmement vulnérables aux maladies. Un pathogène qui s'attaquerait simultanément aux principales céréales pourrait effectivement menacer la survie de la civilisation humaine. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en Irlande au XIXe siècle avec la maladie de la pomme de terre, provoquant une famine épouvantable. L'idée que l'atmosphère terrestre change aussi, avec une diminution de l'oxygène et une augmentation du dioxyde de carbone due aux incendies constants, c'est également plausible. Si la végétation mondiale mourait massivement, l'équilibre atmosphérique serait bouleversé. Les stations spatiales de la fin du film, ces cylindres géants qui abritent des millions d'humains dans l'espace, sont basés sur de vrais concepts développés par Gerard K. O'Neill et la NASA dans les années 70. Ces colonies O'Neill pourraient théoriquement fonctionner. La gravité artificielle générée par rotation, les écosystèmes fermés, l'agriculture spatiale, tout ça a été sérieusement étudié. La station Cooper où vit le vieux Cooper ressemble au design O'Neill Island 3, des cylindres de plusieurs kilomètres de long pouvant abriter des millions de personnes. L'intérieur recrée la campagne américaine avec des fermes, des villes, même un terrain de baseball. C'est de la science appliquée, pas de la fantaisie. Au final, Interstellar nous offre un équilibre rarissime entre rigueur scientifique absolue et nécessité narrative. Quand le film respecte la physique, et c'est dans 90% des cas, il le fait avec une précision remarquable qui a nécessité des mois de calcul. Quand il s'en écarte, essentiellement pour le Tesseract et la survie dans le trou noir, c'est pour servir une histoire humaine universelle, pas par paresse ou ignorance. Kip Thorne a même publié un livre entier, The Science of Interstellar, qui détaille tous les concepts scientifiques du film. Certaines images générées pour le film ont même donné lieu à des publications dans des revues scientifiques. Hollywood, qui contribue à la recherche fondamentale, c'est du jamais vu. Ce qui rend ce film absolument unique dans l'histoire du cinéma, c'est qu'il nous fait réfléchir à de vrais enjeux scientifiques contemporains. Les effets relativistes, les voyages interstellaires, l'avenir de l'humanité face aux défis écologiques, les dimensions supplémentaires. Même quand il prend des libertés avec la réalité, il le fait de façon intelligente et cohérente avec l'univers qu'il a créé. Interstellar n'est pas juste un film de divertissement spectaculaire.
C'est une leçon de physique moderne déguisée en épopée spatiale, une œuvre qui réussit le tour de force de rendre accessibles des concepts scientifiques d'une complexité redoutable, tout en racontant une histoire profondément humaine sur l'amour, le sacrifice et la transmission entre générations. Alors, verdict final ? Interstellar mérite amplement sa réputation de film de science-fiction le plus scientifiquement rigoureux jamais réalisé. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Aucun film ne peut l'être sans devenir imbuvable. Mais l'effort de rigueur et de respect envers la science est absolument remarquable et sans précédent. Et rappelons-le une dernière fois, tout cela n'aurait jamais été possible sans la collaboration exceptionnelle entre Christopher Nolan et Kip Thorne. Ce prix Nobel de physique n'était pas juste un consultant de façade. Il était au cœur du processus créatif, vérifiant chaque équation, chaque effet visuel, chaque détail scientifique. C'est cette alliance unique entre l'art cinématographique et la science de pointe qui fait d'Interstellar un monument du cinéma moderne. C'est ce qui arrive quand un réalisateur visionnaire au sommet de son art collabore étroitement avec l'un des plus grands physiciens de notre époque. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné scientifiquement dans Interstellar ? Les trous noirs, la dilatation temporelle, ou peut-être ces détails techniques qu'on ne remarque qu'au second visionnage ? Dites-nous tout en commentaire. Et si cette analyse approfondie vous a passionné, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu sur la science au cinéma.